Il y a de nombreuses raisons qui font de la chute de l'Empire romain l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. De l'architecture merveilleuse et belle perdue de l'Antiquité, avec ses splendides temples, statues, imposantes coupoles, grands bains et impressionnants forums impériaux, aux œuvres perdues de nombreux grands philosophes de l'ancienne Grèce, dont les œuvres étaient conservées dans de nombreuses grandes bibliothèques à travers l'Empire. À la perte des technologies avancées surprenantes de science et d'ingénierie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les technologies romaines les plus avancées qui étaient en usage à l'époque de l'Empire romain, qui ont été perdues lorsque l'Imperium Romanum est tombé et qui ont dû être redécouvertes plusieurs siècles plus tard. Ingénierie avancée 1. Le béton romain. Les Romains sont parfois injustement accusés de s'être contentés de copier des technologies des autres et de les avoir simplement affinées. Mais nous verrons au cours de cette vidéo que ce n'est pas le cas, car la plupart des inventions de cette vidéo sont purement romaines. Le béton romain est une invention purement romaine, si avancée pour son époque, qu'elle est encore supérieure à certains aspects du béton que nous utilisons de nos jours. Pour commencer, le béton romain est beaucoup plus durable et longue durée, en particulier contre l'exposition à l'eau, et a un impact environnemental beaucoup plus faible que le béton moderne. Déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains avaient perfectionné leur mélange de béton. Ils étaient déjà capables de construire des structures sous-marines en utilisant le coulage de béton immergé. Des structures qui survivent parfois jusqu'à aujourd'hui, comme par exemple dans la vieille ville de Césarée. La coupole du Panthéon est un autre exemple où le béton romain a été utilisé, permettant de créer une coupole sans précédent de grande taille. Les Romains ont obtenu la durabilité extrême de leur béton en ajoutant de la cendre volcanique appelée pozzolane à leur mélange antique. Certaines entreprises de coulage de béton moderne essaient en fait d'émuler le béton romain, remplaçant la cendre volcanique par de la cendre de charbon volante, qui offre des propriétés similaires. Elle réduit les coûts jusqu'à 60%, a une empreinte environnementale plus faible grâce à des émissions de carbone plus faibles, et offre une durée de vie beaucoup plus longue que notre béton moderne. C'est fascinant de voir que les Romains étaient si en avance sur leur temps avec leur béton que nous copions même aujourd'hui. 2. Les aqueducs. Un autre exploit stupéfiant de l'ingénierie romaine sont les grands systèmes d'aqueducs qu'ils ont construits, qui alimentaient les grandes villes de l'Empire en eau fraîche. L'Aqua Claudia, par exemple, achevé sous l'empereur Claude en 52 après Jésus-Christ, fournissait à Rome 192 000 mètres cubes d'eau fraîche par jour, amenés à la ville à une distance de 69 km. À son plus haut point, cet aqueduc imposant s'élevait à une hauteur incroyable de 33 mètres au-dessus du sol, près de la colline palatine. Mais les constructions d'aqueducs dans d'autres parties de l'Empire étaient encore plus incroyables. L'aqueduc alimentant la ville de Décapole avec de l'eau avait une section de 161 km de long, creusée à travers une montagne. C'est le plus long tunnel connu de l'Antiquité. Pour le rendre encore plus fou, le tunnel a une pente de seulement 1 mètre pour 5 km. Même aujourd'hui, ce serait un exploit difficile et il serait nécessaire d'utiliser des équipements de mesure moderne pour construire un tunnel avec une pente aussi extrêmement faible. Ou l'aqueduc de 50 km de long qui alimentait Nemosos, Nîmes moderne, en eau. Ce gradient moyen de l'aqueduc était également extrêmement faible avec seulement 1 sur 4800. Il traversait un pont aqueduc très impressionnant, le célèbre pont du Gard. Ainsi, nous constatons que les Romains étaient des maîtres constructeurs et construisaient à un niveau qui poserait encore aujourd'hui des défis aux ingénieurs modernes. Les Romains étaient également des pionniers de la construction de bâtiments vraiment massifs ou de complexes de bâtiments. Les thermes de Caracalla, par exemple, achevés en 217 après Jésus-Christ, couvraient une superficie de 100 000 mètres carrés ou 10 hectares.
était en partie à 40 mètres de haut et se vantait d'une coupole d'environ 36 mètres de diamètre. Ensuite, nous avons la basilique de Maxence, le dernier grand bâtiment construit au Forum romain et achevé en 312 après Jésus-Christ. Les murs latéraux de ce bâtiment survivent encore aujourd'hui et sont suspendus à 39 mètres au-dessus du niveau du sol. Ou le plus grand temple romain jamais construit, le temple de Jupiter à Héliopolis, également connu sous le nom de Baalbek. Quelques-unes des grandes colonnes du temple sont encore debout. Elles font 20 mètres de haut et 2,5 mètres de large. Les plus grandes colonnes jamais construites dans l'Antiquité. Et nous n'avons aucune idée de la façon dont les Romains ont réussi à ériger ces gigantesques piliers. On suppose qu'ils ont dû construire une grue très performante uniquement à cette fin, afin de pouvoir ériger ces colonnes massives qui pèsent des dizaines de tonnes chacune. Les blocs les plus lourds de la partie survivante du temple pesaient jusqu'à 100 tonnes métriques et ils devaient être soulevés à 20 mètres au-dessus du sol. Un exploit vraiment incroyable d'ingénierie. Remarque intéressante, le temple de Jupiter a été construit sur une plateforme. Cette plateforme contient des pierres cyclopéennes vraiment gargantuesques, dont certaines pèsent 800 tonnes. Il est assez inconnu comment de telles pierres massives ont été déplacées à l'époque ancienne. Pour rendre cela encore plus fou, dans la carrière à proximité, des pierres ont été trouvées où l'extraction avait déjà commencé, pesant 1200 tonnes métriques et même 1600 tonnes métriques. Cependant, ces pierres ont été laissées dans la carrière. C'est donc avec une incrédulité totale que nous voyons quelles incroyables prouesses de maîtrise de la construction les Romains ou les Anciens en général étaient capables, car soulever de telles pierres poserait un défi technologique, même aujourd'hui. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous et activez également la cloche pour ne pas manquer de futures vidéos sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Comment est-ce tombé? Pourquoi est-ce tombé? Qu'auriez-vous vu à cette époque? Et vous pouvez maintenant même soutenir notre travail sur Patreon ou en devenant membre de YouTube afin que nous puissions continuer pendant de nombreuses années à produire beaucoup de vidéos sur l'Empire romain tardif. Merci beaucoup, mes amis. 4e. Les Romains ont également été les premiers à comprendre la capacité portante des arcs. Ils en ont fait un usage fréquent dans de nombreux aqueducs et ponts, mais aussi dans des bâtiments ordinaires. Le pont d'Alcantara en Espagne de nos jours est un excellent exemple de la capacité portante immense dont les structures romaines étaient capables. Ces arcs ont une largeur d'environ 29 mètres et une hauteur de 45 mètres, construits si robustes pour donner à cette merveille de construction de pont ancienne une capacité de charge de 52 tonnes métriques. Cela signifie que même certains chars militaires modernes pourraient rouler sur ce pont sans le faire s'effondrer. Les Romains étaient aussi des maîtres constructeurs de dômes géants. Nous avons déjà mentionné le dôme de 36 mètres de diamètre des vastes bains de Caracalla, mais bien sûr, la structure la plus célèbre de ce type fait partie du Panthéon. Le Panthéon, ce magnifique temple construit d'abord par Marcus Agrippa, mais reconstruit par Adrien lui-même et achevé vers 126 après Jésus-Christ, a un dôme extrêmement grand mesurant 43,3 mètres de diamètre. Pour mettre cela en perspective à quel point cela était en avance sur son temps, il faudra attendre 1300 ans avant qu'une coupole légèrement plus grande de 45 mètres de diamètre ne soit construite avec la cathédrale de Florence en 1436. Mais encore aujourd'hui, le dôme du Panthéon est le plus grand dôme construit en béton non armé au monde. Les amphithéâtres les plus célèbres de Rome sont bien sûr l'amphithéâtre Flavien, communément appelé le Colisée. La construction a commencé sur ordre de l'empereur Vespasien et s'est achevée sous le règne de son fils Titus en 80 après Jésus-Christ. La structure est un ovale de 189 mètres de long
156 mètres de large et 48 mètres de haut, entouré d'un mur de 5 mètres de haut. Le mur extérieur seul est estimé à contenir 100 000 mètres cubes de pierre de travertin maintenus ensemble par 300 tonnes métriques de pinces en fer. Il pouvait accueillir environ 50 à 80 000 spectateurs, le nombre exact se situant probablement quelque part entre les deux, et avait une disposition de sièges si organisée qu'elle pouvait être complètement évacuée en seulement 10 minutes. Pour y parvenir, il y avait 80 entrées au niveau du sol, où chaque entrée était numérotée, tout comme chaque escalier. Cet bâtiment impressionnant était si en avance sur son temps qu'il a servi de modèle pour les constructions de stades modernes au début du XXe siècle. Encore un cas où nous avons été inspirés par la technologie romaine antique dans nos temps modernes. 7. Vaste réseau routier. Les Romains sont bien sûr également célèbres pour leur infrastructure, qu'ils avaient développée à un degré sans précédent dans le monde antique. L'Empire défunt comptait 113 provinces, reliées par 372 routes principales, pour un total de 400 000 kilomètres. Il y avait de nombreux avant-postes le long des routes, de nombreuses stations postales et même des logements pour les voyageurs. Lorsque l'Empire romain est tombé, cet avancé réseau d'infrastructures est tombé aussi, et il faudrait encore une longue période, 1000 ans, avant que l'infrastructure de l'Europe ne s'élève à nouveau à un tel niveau d'avancement comme à l'époque romaine. 2. Extraction, minière romaine. Nous savons que les Romains étaient également d'excellents travailleurs de l'acier. Il est donc clair qu'ils devaient extraire de grandes quantités de minerais de fer, mais surtout pour leurs pièces d'or et d'argent, de grandes quantités de métaux précieux devaient être extraites. Et les Romains ont exploité à une telle échelle que nous pourrions vraiment appeler cela une exploitation minière à un niveau industriel dans certaines parties, sans égal à nouveau à son échelle, jusqu'à l'ère moderne. Nous pensons que seuls nous, à notre époque moderne, pouvons avoir un impact significatif sur de vastes paysages, avec de grandes opérations minières. Mais les Romains nous prouvent le contraire. Dans la région espagnole de Léon se trouve un paysage inhabituel appelé Las Médulas. Ce qui est si spécial à propos de ce paysage, c'est qu'il est fait par l'homme. Les Romains avaient extrait de l'or ici à une telle échelle qu'ils ont fait disparaître des montagnes entières. Et ce qui reste a donc cette forme étrange. Pendant environ 250 ans, elles ont lavé des quantités énormes de terre de ces montagnes à l'aide de la puissance hydraulique. On estime que 40 millions de mètres cubes de terre ont été retirés de la zone centrale de la chaîne de montagnes seuls. Ce que nous pouvons voir sur cette image n'est qu'une petite partie de ceux qui étaient autrefois les montagnes originales de Médula. Une montagne contenant 200 milliards de mètres cubes de matériaux a disparu complètement. Cela a entraîné au moins 1 million de kilogrammes d'or qui ont été extraits ici pendant ces 250 ans d'activité. Il est remarquable que les civilisations anciennes aient déjà eu un tel impact sur les paysages, ce qui était considéré comme un phénomène purement moderne. Les Romains nous montrent à nouveau à quel point ils étaient en avance sur leur temps. Nous pensons aux ordinateurs comme une invention de l'ère moderne, cependant, en 1901, des plongeurs ont découvert un étrange dispositif dans un naufrage au large de l'île grecque d'Anticythère. Bien que cet appareil soit d'origine grecque et ne fasse pas strictement partie de cette liste, il date des 1er et 2e siècles avant Jésus-Christ et est donc très probablement de l'époque où la Grèce avait déjà été annexée par les Romains et intégrée à l'Imperium Romanum grandissant. Cette machine, logée dans un boîtier de 86 étlas 45 à 22 cm, est un agencement complexe de nombreux engrenages et roues dentées, avec une précision telle qu'on ne pensait possible que dans les horloges modernes. On pense qu'avec elle,
On pourrait prédire la position du Soleil et de la Lune, les phases de la Lune, les éclipses, les cycles calendaires et peut-être même la position des planètes. Les ordinateurs analogiques d'une telle complexité n'ont été construits à nouveau qu'au XIXe siècle. Mais si vous pensiez que les ordinateurs analogiques de l'Antiquité sont bizarres, la coupe de Lycurgue prouvera que les Romains étaient capables de choses que les chercheurs modernes avaient cru impossibles. La coupe de Lycurgue est un exemple de cela. Elle date de la fin de l'Empire romain, du milieu du IVe siècle, une époque où nous penserions que des exploits de technologie avancée n'étaient plus possibles en raison du déclin de l'Empire. La tasse est spéciale car elle est faite d'un type de verre qui apparaît vert dans la lumière réfléchie mais rouge dans la lumière transmise, donc lorsque la lumière passe à travers elle. Pour y parvenir, les Romains ont extrait des nanoparticules d'or et d'argent extrêmement petites, d'environ 70 nanomètres de taille, et ont mélangé ces nanoparticules avec le verre. Il est complètement inconnu comment exactement ils ont extrait de si petites particules qui ne peuvent être vues qu'avec un microscope électronique à partir de l'or et de l'argent. Il est très peu probable qu'ils aient eu une connaissance réelle de la nanotechnologie, mais ils comprenaient qu'ils extrayaient quelque chose de très petit et quel effet cela aurait. Les Romains ont également construit un système d'irrigation assez moderne dans leur ville. Le plus célèbre de tous est bien sûr la Cloaca Maxima de Rome. Mais ils ont également construit d'immenses réseaux de tuyaux d'eau, fournissant de l'eau fraîche des aqueducs aux bains, aux ménages et aux fontaines. Les tuyaux étaient en plomb, avec des débats toujours en cours sur les effets que ce plomb pourrait avoir eu sur le bien-être des Romains. Ceci sera exploré dans une autre vidéo, mais pour anticiper, l'empoisonnement par le plomb se classe très bas sur la liste des raisons possibles de la chute de l'Empire. Les Romains utilisaient également le chauffage par le sol, le soi-disant hypocauste, où de l'air chaud était circulé sous le sol. Ceci était utilisé dans les villas des personnes fortunées pour le chauffage par le sol. Mais il était également utilisé dans les bains romains, afin de chauffer les piscines d'eau chaude, les caldariums appelés ainsi. Nous pouvons à nouveau voir à quel point les Romains étaient modernes dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Les Romains ont également été les pionniers de la chirurgie, basée sur les travaux antérieurs du légendaire Hippocrate lui-même. Mais ils l'ont avancée à un niveau inconnu auparavant dans le monde antique. Ils ont utilisé une variété de procédures chirurgicales, en utilisant de nombreux types d'instruments différents, tels que des pinces, des scalpels et des cathéters. Il y avait même des formes de chirurgie esthétique, où les déformations pouvaient être inversées ou différentes parties du corps pouvaient être remodelées afin d'atteindre un standard de beauté, vraiment pas si différent de celui d'aujourd'hui. Il y avait même des procédures pour enlever les cataractes, pour recoudre des blessures de bataille complexes, et bien plus encore. Aulus Cornelius Celsus était un véritable pionnier de la médecine romaine, et il a par exemple décrit de nombreux types de maladies, de blessures et de maux, et comment les traiter de manière souvent surprenante et moderne. Certains médecins romains se sont même spécialisés en anesthésiologie. L'anesthésiste administrerait une mandragore en poudre dans un breuvage ou du vin. La poudre sédative de pavot de maïs était souvent ajoutée au vin. Un anesthésique local utilisé en chirurgie était un mélange de pierres memphytiques et de graines de jusquiam moulues et appliquées sur les zones à opérer. Très impressionnant et certainement beaucoup plus avancé que la médecine médiévale ultérieure. Maintenant, nous arrivons à la section où nous espérons comprendre que Rome n'était pas aussi loin d'une sorte de révolution industrielle que nous le croyons parfois. Les Romains ont construit un complexe de moulins à eau à Barbegale, situé près de l'Arles moderne, qui s'appelait Arelate à l'époque romaine. Afin de fournir les 30 à 40 000 habitants d'Arelate avec de la farine pour la fabrication du pain, ils ont construit un complexe vraiment étonnant de moulins à eau employant un total de 16 roues à aube.
La puissance de l'eau était ici convertie à une échelle vraiment industrielle, produisant incroyablement 4,5 tonnes métriques de farine chaque jour. Ainsi, nous pouvons voir que les Romains ont fait usage de la puissance de la nature et n'ont pas compté sur les esclaves pour faire tout le travail. Il est donc concevable qu'une révolution industrielle ait pu se produire, notion que nous explorerons dans une vidéo séparée. Mais les Romains ont également construit de grandes roues à eau, appelées noria. Même si aucune n'a survécu de l'époque romaine, elles sont représentées sur plusieurs mosaïques. Ici, une mosaïque de l'ère de Constantin, donc du début du IVe siècle, puis une autre surprenante, datée du 469 après Jésus-Christ, et même une autre des Romains d'Orient de l'époque de l'empereur Justinien du milieu du VIe siècle après Jésus-Christ. On pense que les norias médiévales de Hama sont une évolution directe des anciennes roues à eau de la région datant de l'époque romaine. La technologie de roue à eau romaine a également été reprise à l'époque médiévale par les moines cisterciens, qui ont perfectionné cette technologie et ont contribué d'une certaine manière à déclencher la révolution industrielle. Ainsi, nous pouvons dire que, même si les Romains ne s'industrialisaient pas, leur application industrielle de la technologie de la roue à aube a contribué d'une certaine manière à déclencher une industrialisation bien après la chute de leur empire. Si vous pensiez que les complexes industriels à moulins à eau géants sonnaient déjà un peu steampunk, alors celui-ci sera certainement à votre goût. Le mathématicien et ingénieur grec Héron, qui vivait à l'époque impériale romaine à Alexandrie, la capitale intellectuelle de l'Empire, était un génie qui a inventé de nombreuses machines étonnantes. Et sa pile d'Aioli était un précurseur de la machine à vapeur. Ici, l'eau dans un récipient sphérique était chauffée par le feu, et la vapeur résultante sortirait par deux orifices courbés, disposés de manière à convertir le mouvement de la vapeur en un mouvement circulaire. Ainsi, un précurseur de moteur à vapeur a été créé, où l'énergie de la vapeur a été utilisée pour créer un mouvement mécanique. Cependant, malheureusement, Héron n'a pas vu le potentiel derrière cette invention et ne l'a vu que comme un jouet amusant. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui se serait passé s'il avait compris le potentiel de sa pile d'Aioli et, en fait, cela servira de point de divergence pour une vidéo d'histoire alternative et si à venir. Mais le génie d'Héron allait encore plus loin. Il a construit les premiers automates connus, en quelque sorte des précurseurs de robots. Ainsi, nous pouvons appeler Héron un pionnier de la robotique ou de la cybernétique. Il a également construit un mécanisme d'ouverture de portes automatisées complexes pour un temple, où il semblait aux visiteurs que les portes du temple s'ouvraient magiquement comme si elles étaient dirigées par une puissance divine. Et il a même construit ce qui peut être compris comme des ordinateurs programmables par un arrangement complexe de cordes et de nœuds qui fonctionneraient des figures dans une pièce de théâtre. Ainsi, toute la séquence de théâtre serait jouée seule. Un autre exemple étonnant d'une machine de l'époque romaine est la plateforme tournante de Néron. L'empereur Néron a fait construire une plateforme circulaire rotative sur la colline palatine, très probablement après le grand incendie de l'an 64 après Jésus-Christ. Ici, les invités pouvaient s'asseoir sur la plateforme qui faisait partie d'un plus grand complexe de salles à manger et profiter de la vue spectaculaire de Rome d'une manière progressivement rotative. La machine était assez complexe. Une série de roues dentées interconnectées traduisait le mouvement horizontal de la rivière en un mouvement rotatif de la plateforme et des sphères de bronze agissaient comme des roulements à billes sous une couche de plusieurs planchers en bois. Une pièce d'ingénierie assez magnifique. Après que le règne de Néron se soit transformé en tyrannie dans ces dernières années, la plateforme tournante de restauration a été construite sous ses successeurs et n'a été découverte qu'en 2009.
Neuvième, le feu gréco-romain. Les Romains ont inventé plusieurs technologies militaires qui dépassent le cadre de cette vidéo, mais une doit être mentionnée ici qui était si avancée qu'elle a essentiellement sauvé les Romains d'Orient à plusieurs reprises de la catastrophe. Cette arme a été utilisée par les Romains de l'Est à partir de la seconde moitié du 7e siècle, basée sur l'invention de Kallinikos, un artisan qui avait fui sa ville natale d'Héliopolis des envahisseurs musulmans. La recette exacte du composé utilisé pour alimenter la flamme est toujours inconnue. Cependant, il y a quelques suppositions éclairées quant à sa composition exacte. Cela devait être basé sur un pétrole brut ou raffiné, comparable au napalm moderne. Il brûlait et ne pouvait pas être éteint par l'eau, ce qui en faisait une arme puissante dans la guerre navale. Cette arme navale terrifiante sauverait plusieurs fois la ville de Constantinople des envahisseurs étrangers, en particulier du califat omeyyade. Il est tout à fait possible que la ville serait tombée beaucoup plus tôt si les Grecs de l'Empire romain d'Orient n'avaient pas eu cette arme. Dixième, verre flexible. Celui-ci est un peu enveloppé dans le mystère et nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de son authenticité. L'histoire du verre flexible, appelé vitrum flexile, a été rendue célèbre par Isidore de Séville, qui a répété les histoires de Pline l'Ancien et de Pétrone. Selon leur conte, un inventeur aurait présenté ses inventions devant l'empereur Tibère. Il a présenté un bol à l'empereur que l'inventeur a affirmé être indestructible. Tibère a essayé de le briser sur le sol, mais il n'y avait pas de bosse dans le bol. Supposément en réaction, l'empereur fit exécuter immédiatement l'inventeur, craignant que si la recette de ce matériau était rendue publique, elle dévaluerait l'or et l'argent et provoquerait une crise économique. Pline lui-même affirme que l'histoire est plus largement répandue que bien authentifiée, nous devrions donc être sceptiques, mais un récent document d'un chercheur affirme que cette technologie aurait été possible à l'époque romaine. Selon lui, le vitrum flexile aurait pu être un mélange d'oxyde de bore, connu sous le nom de borax, qui était disponible dans l'Antiquité, avec du verre. Chauffer le sable à des températures très élevées et le mélanger avec du borax aurait pu produire un verre aux propriétés flexibles, comparables à celles du verre borosilicate moderne. Si l'histoire du vitrum flexile était vraie, ce serait un autre exemple où les anciens nous surprennent avec une technologie bien au-delà de ce que nous aurions pensé qu'ils soient capables. Nous pouvons ainsi voir que les Romains étaient d'une manière extrêmement avancée, et lorsque l'Empire s'est effondré à l'ouest, l'Europe a été plongée dans une ère technologique sombre où de nombreuses inventions ne reviendraient pas pendant des centaines, voire des milliers d'années. Lorsque l'Empire s'est également effondré à l'Est, dans son dernier acte, l'Empire a brillé de la Renaissance lorsque de nombreux savants ont fui Constantinople vers l'Ouest et ont apporté beaucoup de connaissances perdues avec eux. Nous pouvons ainsi voir que nous devons beaucoup de nos propres inventions aux Grecs et aux Romains et ne pouvons que nous demander ce qui se serait passé si Rome ne tombait pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, chers spectateurs, et un grand merci tout particulièrement à nos chers supporters sur Patreon et via l'adhésion à YouTube. Vous êtes géniaux, et je suis sûr que Majorien serait fier de vous que vous souteniez un canal portant son nom. Et si vous ne soutenez pas encore cette chaîne via Patreon, veuillez envisager de le faire, car cela nous permettra de réaliser de meilleures animations et dessins personnalisés pour la chaîne. Vous pouvez même vous joindre directement sur YouTube. Les membres de Patreon et de YouTube vous offriront de nombreux avantages, tels qu'un accès exclusif à notre serveur Discord et, pour les rangs supérieurs, la possibilité de suggérer des sujets ou de participer à des streams en direct exclusif. Et si vous êtes intéressé par ceux que vous auriez vus aux frontières romaines ou dans la ville de Rome elle-même lorsque l'Empire romain occidental est tombé, vous pouvez regarder ces 2 vidéos ici. Je remercie encore une fois tous les amis de l'histoire romaine. Gracias, amici imperii romani, et Beneval.